tous en fait des marmites Mhm. sur un feu. Oui. Et il y a le petit couvercle qui siffle. Oui. Et si on décide pas soi-même d'ouvrir et de regarder ce qu'il y a là-dedans et de travailler sa petite popote Mm. personnelle, eh bien un jour peut-être le feu sera trop fort et la marmite risquera d'exploser ou de De brûler ce qu'il y a à cramer. l'intérieur. Mm. C'est qu'on peut pas changer une personne, on peut changer que la relation qu'on a avec elle. Tout à fait. C'est totalement illusoire de vouloir changer les gens. Je me suis dit, c'est impossible que je sois Mm. un être que Dieu a créé libre, Mm. que je sois soumis à la dépendance d'une chose pareille. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ali Alaoui Mdri, un catalyseur de transformation humaine. De Shell Vivo Energy à OCP, en passant par Royal Air Maroc et Mazen, il a accompagné des centaines de collaborateurs dans leur chemin de croissance personnelle et professionnelle. Cofondateur puis dirigeant d'EOS Borealis, il a co-animé la commission communication et le sponsoring du Grand Marathon international de Casablanca entre 2013 et 2015. Il a aussi initié un extraordinaire projet personnel qui est de courir le Maroc à travers un tour de 16 semi-marathons, 16 semaines, 16 régions et au profit de 16 associations entre 2013 et 2014. Passionné des jeux d'échecs et marathonien, nous allons aujourd'hui explorer avec lui comment on change les organisations en changeant ses acteurs. Ali, bonjour. Bonjour Hafeda, merci pour ton invitation. Merci beaucoup de m'accompagner pour ce podcast aujourd'hui. C'est un Et plaisir. je vais commencer tout de suite par faire découvrir à nos auditeurs qu'est-ce qui a fait cette bascule, ce changement on va dire, du domaine de la communication, qui est un domaine très passionnant, vers la transformation humaine. Quels ont été tes catalyseurs? Qu'est-ce qui a fait ce beau parcours? Alors c'est une bonne question, parce qu'effectivement, c'est tout un chemin, un cheminement d'abord personnel, avant d'être professionnel. Mais effectivement, en fait, j'ai commencé, je me suis beaucoup investi dans la communication éditoriale à travers l'agence EOS Borealis. Et à l'époque, on faisait donc principalement des journaux internes. Et forcément, qui dit journaux internes dit souvent les portraits de collaborateurs. Et donc, que ce soit des dirigeants, directeurs généraux ou des ouvriers dans des usines qui avaient des passions, ou qui faisaient découvrir leur métier. Et en fait, c'est de la matière première extraordinaire pour renforcer la communication interne, mettre en avant les collaborateurs, favoriser l'engagement, motiver les équipes, bien sûr partager des éléments de culture d'entreprise, qui est donc en fait la deuxième phase d'une même médaille entre la communication interne et la culture d'entreprise. Donc ce chemin-là vers de la communication interne à la culture d'entreprise m'a fait aborder des problématiques d'un point de vue un peu plus macro, un peu plus stratégique, en accompagnant des dirigeants dans la mise en œuvre ou la transformation de leur culture d'entreprise. Et donc l'action, on va dire, sur les systèmes, sur les organisations, c'est passionnant. On travaille sur des dimensions stratégiques, la mise en œuvre de plans d'action, etc., le suivi et le déroulement des opérations. C'est passionnant. Mais, bien sûr, en fait, il n'y a pas d'organisation qui fonctionne sans des hommes qui fonctionnent et qui sont engagés, qui ont envie de s'investir et de contribuer. Et d'abord, je dirais avant tout par le cœur. Tout à fait. Et donc, j'en suis arrivé à ça. Et puis, à partir de là, je me suis, dans mon chemin personnel, rendu compte qu'il fallait que je sonde mon propre cœur et que je vois donc quel était l'état des lieux. Ça a été terrible. Ça a été vraiment un grand travail d'introspection qui continue d'ailleurs, de toute façon, qui continuera toute la vie. Mais en se sondant profondément, en se regardant en face, en regardant ses peurs, en regardant ses ambitions, en regardant ses traumas, mais aussi ce qui nous fait bouger, ses motivations, ses besoins, ses désirs. En fait, on se rend compte qu'il y avait, comme je dis souvent, on est tous en fait des marmites sur un feu. Oui. Et il y a le petit couvercle qui siffle. Oui. Et si on ne décide pas soi-même d'ouvrir et de regarder ce qu'il y a là-dedans et de travailler sa petite popote personnelle, eh bien, un jour, peut-être, le feu sera trop fort et la marmite risquera d'exploser ou de brûler ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'ai décidé de regarder ce qu'il y avait dans cette marmite-là, de voir qu'est-ce que je pouvais faire avec ce qui était en train de
de cuire tranquillement, parfois à feu doux, parfois à feu un peu plus violent. Ça, c'est les circonstances de la vie. Mm. Et là, puis après, j'ai plongé dedans vraiment à corps et âme. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce travail personnel d'introspection Mhm. me rendait service à moi-même, mais il permettait aussi de rendre service aux autres. Parce que quand on avance sur son propre chemin, on fait bouger les lignes aussi dans nos relations avec les autres. Et finalement, le fait de faire bouger les relations avec les autres, ça amène parfois les autres à bouger aussi. Mm. Mais il faut partir d'un principe qui est élémentaire et fondamental. Mhm. C'est qu'on ne peut pas changer une personne, on peut changer que la relation qu'on a avec elle. Tout à fait. C'est totalement illusoire de vouloir changer les gens. Et j'ai cru que c'était possible. Oui. Et je me suis cassé les dents à plusieurs reprises, et avec plusieurs personnes différentes. Une fois que j'ai commencé à tirer ces leçons-là et ces enseignements-là et à me rendre compte qu'en fait le travail était un travail d'abord sur soi et de réforme personnelle, Mhm. je me suis rendu compte que déjà j'avais beaucoup de choses à faire et qu'il fallait regarder cette grande poutre qu'on a dans l'œil Oui. au lieu de regarder la brindille Tout dans l'œil à fait. du voisin. Et que par contre, il était nécessaire de faire ce travail sur soi, mais d'essayer de reconfigurer, de modeler autant du mieux qu'on peut en fonction de ses valeurs, de ses principes, de ce travail qu'on fait là, Mhm. la relation qu'on peut avoir avec autrui, en fixant ses propres limites, en exprimant ses besoins, en exprimant ses attentes, en exprimant, si tant est qu'on en est d'ailleurs, Mm. et donc à tout simplement savoir communiquer Mhm. sur ce que l'on veut, ce que l'on est, et aussi bien sûr pousser autrui, parce que c'est pas évident, à communiquer sur qui il est Mm. et ce qu'il veut, et qu'il exprime aussi ses propres limites, ses propres Tout à besoins, fait. etc. Et dans ce cheminement, en fait, qui est transformationnel, hein, en fait, et qui correspond parfaitement à ce que tu as choisi de mener depuis, est-ce qu'il y a eu des indicateurs précis ou des choses qui t'ont mené à dire ou à penser que c'était la bonne orientation? Voilà, qu'est-ce qui faisait que ça continuait et que ça avait du sens, en fait? Écoute, Hafeda, moi je vais rentrer directement sur un sujet qui est central pour moi, c'est la Mm. foi. Mm. Et pour moi, il était clair que moi je suis un repenti, hein, c'est-à-dire Mm. je suis un repenti sur le chemin. Mhm. Et j'ai eu un moment fondamental pour moi qui était en 2011, un soir de Ramadan où j'avais fait Ramadan alors que j'avais arrêté quelques années de le faire. Et cette année-là, je l'avais fait. Et un soir, j'ai j'avais jeûné, j'avais mangé, j'étais bien, je me suis allongé sur mon lit, je me sentis vraiment bien. Et j'ai senti ce que voulait dire le terme Nazil alik sakina. Mm. Je l'ai senti, j'ai senti, parce que sakina, c'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est quelque chose qui descend sur l'âme. Tout à fait. Et vraiment, je l'ai senti tel quel. Et j'ai eu un élan de gratitude énorme. Et je me suis levé et j'ai voulu faire une prière, mais je ne savais pas la faire. Donc j'ai pris mon ami Google Ouais. et YouTube. Et j'ai tapé et j'ai regardé comment on faisait. Et j'ai fait Slit Juz al-Karet, juste vraiment par gratitude. J'ai arrêté. Et quelques mois plus tard, j'ai fait un voyage, une retraite, tout seul, à Itbougmez, la vallée des Ah gens oui. heureux. Et qui m'a porté beaucoup de bonheur d'ailleurs. Et donc, durant ce séjour-là, c'était le 1er novembre 2011 que j'ai commencé donc, à prier de manière ininterrompue, quasiment, jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est un élément fondateur qui est... Et en fait, les choses sont venues progressivement. Il y a eu cet épisode-là, il y a eu plus tard alors peut-être je vais revenir sur un épisode qui va sembler être très peut-être éloigné, mais non. C'était en 2008 quand j'ai décidé d'arrêter la cigarette. Oui. J'avais plus de 15 ans de cigarette derrière moi, 14-15 ans, et j'avais arrêté de fumer le premier jour de Ramadan. Comme quoi. Comme quoi Le lien avec Ramadan il est fort. Et donc j'avais arrêté à ce moment-là, et c'était un très grand challenge pour moi parce que j'étais un fumeur vraiment accompli, quoi. Et ça a été très difficile, mais ça a été transformateur. D'abord
c'était une épreuve de volonté. Mhm. Et donc, de pouvoir reprendre le pouvoir sur soi. En fait, ce qui m'avait dérangé, parce que je n'avais pas l'intention d'arrêter, mais ce qui m'avait... c'est venu juste le premier jour où je me dis, bah, tiens, je vais arrêter, je vais essayer d'arrêter. Mhm. Et là, j'ai vu qu'en fait, mon corps réclamé était en dépendance. Mm. Et je déteste la dépendance. Cette dépendance-là, elle m'a rendu fou. Je me suis dit, c'est impossible que je sois un être que Dieu a créé libre, que je sois soumis à la dépendance d'une chose pareille. Et donc, j'ai combattu pendant plusieurs jours. Je n'arrivais pas à dormir, je jeûnais le lendemain, c'était la cata. Mais j'ai réussi à me libérer de là. Et ça a été transformateur. J'ai pris 20 kilos de plus, je me suis senti mieux, mes affaires sentaient plus le tabac. Pendant plusieurs mois, j'ai senti les bénéfices. Et puis après, bien sûr, le sport qui arrive, la course à pied, etc. Ouais. etc. Donc ça, c'était aussi un acte fondateur. Et puis, il y a eu le fameux voyage auquel tu as fait référence, qui était un moment très, très intense dans ma vie. C'était 2013, donc 2014. Et j'allais en fait, j'avais rencontré ma fiancée donc à l'époque et on avait décidé de se fiancer et on allait se marier. Mais avant cela, il était important pour moi d'accomplir un rêve qui était de faire un grand voyage. Alors à la base, c'était un tour du monde que je voulais faire. Mhm. Mais vu le temps que j'avais, les ressources, etc., je me suis dit, bon... et puis, c'est pas que ça d'ailleurs, c'est pas par défaut. Je me suis dit, mais pourquoi tu vas aller faire le tour du monde alors que tu n'as pas fait le tour de chez toi? Voilà, tu connais pas déjà le Maroc. Je connais pas déjà assez. Ce qu'on fait souvent d'ailleurs tous. On connaît plus l'étranger que le Maroc. Exactement. Et les étrangers connaissent mieux souvent, le Maroc que nous, exactement. effectivement. Et donc je me suis dit non, je vais faire un voyage dans mon pays. Et là, j'ai senti un grand soulagement, un bonheur et un plaisir et une excitation énorme à l'approche de ce voyage. Je te passe les détails de toute l'organisation. Ça a pris 1 an, etc. Parce que c'était un projet, du coup, avec 16 semi-marathons dans 16 semaines pour 16 associations. Magnifique. Et dans 16 régions différentes. Donc, vraiment, du sud, j'ai commencé à Dakhla. Et puis, je suis remonté progressivement. Guelmim, Laayoune, etc. Tout jusqu'au nord, Tanger, Hoceima, etc. Et j'ai rebouclé vers Casa, où j'ai couru un marathon finalement à Casa. Mais j'avais décidé de le faire, c'était à l'occasion des 10 ans de vie professionnelle. Je me dis, je vais faire un break. Et je vais essayer de me ressourcer. Et je vais en profiter pour me ressourcer. Et je m'étais mis un timing. Je me suis dit, pendant 2 mois, je m'arrête. Et je réfléchis à rien. Je fais que ce voyage. Je décante, en fait. Ouais. Je me dépouille. Exactement. Et les 2 mois suivants, je réfléchis à la trajectoire de ma fille. Voilà, c'était ça le point initial. Et en filigrane. Ce qu'on ne fait pas en général, ce qui est extraordinaire, parce que c'est justement ça, c'est un modèle de fonctionnement que je trouve assez bénéfique, au fait, pour les jeunes qui nous écoutent, ou les entrepreneurs, ou les patrons d'entreprise. C'est vrai qu'on a très souvent, ou très rarement, l'occasion de s'arrêter et de se dire... comment j'ai fait les choses, est-ce que c'était la bonne manière, est-ce que c'était comme ça que je voulais les faire, est-ce que c'est en ligne avec ce que j'ai envie d'être ou de réaliser. Et c'est vrai que souvent c'est l'âge qui nous fait prendre cette conscience, mais je trouve qu'avec les temps qu'on vit aujourd'hui, qui sont beaucoup plus accélérés que ce qu'on a pu vivre peut-être nous avant, ce type de prise de conscience, je le vois de plus en plus chez des jeunes. Et c'est le cas de le dire même pour toi, parce que 10 ans de carrière ou 10 ans d'expérience, voilà, on est dans le feu de l'action, on est vraiment encore en train de créer ou d'y voir à peine clair, et c'est super d'avoir eu ce réflexe à ce moment-là. Ah oui, ça c'était un moment d'inspiration. J'étais très content de l'avoir et c'est un voyage qui était inoubliable vraiment à plusieurs égards. Après, c'était une expérience assez particulière parce que voilà, l'idée c'était au bout de 2 mois donc décanter, puis ensuite 2 mois réfléchir à quelle trajectoire j'allais donner à ma vie. Mais il se trouve qu'au bout des 2 premiers mois, en fait, exactement au milieu de ce voyage, en février, le parcours, le pur hasard a voulu que je passe par Rabat, qui était au centre du pays, et que j'aille chez ma mère, la Rahma, qui était donc qui habitait Rabat. Donc j'ai passé 1 semaine avec elle. Et l'étape d'après, c'était Kenitra. Et cette étape, c'était c'était le dimanche 2 février. Donc Rabat, c'était fin janvier.
Et j'arrive à la course de Kenitra, je cours ma course, et à la fin, toute fin de ma course, mon épouse me dit il y a un problème, ta mère va pas bien, etc. Donc je prends le téléphone, et il y a mon cousin qui me dit que ma mère est décédée à ce moment-là. J'étais tellement sous le choc que je regarde en fait les coureurs qui avaient avec moi, parce qu'il y avait des coureurs qui couraient avec moi à chaque étape, et à chaque fin de course, je remettais une montre cadeau, un tirage au sort, et je remettais une montre à un des participants pour avoir participé. Et c'était un sponsor, qui avait donné des montres, et chaque course, j'en donnais une. Et donc, j'étais tellement sous le choc qu'en fait, on a attendu la fin de la course que tout le monde arrive, quelques minutes, hein. On a fait une photo, j'ai remis la montre, etc. J'avais le sourire, et je rentre dans la voiture, et là, c'est l'effondrement, la machine à laver. Et donc, on retourne sur Rabat. Bon, moi, j'étais complètement dévasté, évidemment. Et les premiers jours, c'était vraiment le gnaza, etc. Les 3 premiers jours. Et après, bien sûr, la question s'est posée, est-ce que je continue ou je ne continue pas? Et là, il y a eu un signe qui était là. C'était que, en fait, l'étape d'après, c'était la course à Tanger, la région de Tanger. Et ma mère est née à Tanger. Ah oui. Wow. Donc, c'était comme un appel. Oui, c'est pas possible. L'hommage faisait que... Ah oui, extraordinaire. C'était assez émouvant. Et surtout qu'en plus, cette étape-là, bien sûr, il y a la famille qui est montée avec moi pour me soutenir, des amis. Vraiment, ça a été un grand moment de communion dans cette épreuve. Et je me rappellerai toujours de cette course-là parce qu'il pleuvait. Et mes larmes se confondaient avec la pluie. Incroyable. Je courais, j'avais des larmes qui coulaient. Et c'était... je sentais et l'amertume de mes larmes et la douceur des larmes, les perles de pluie, les gouttes de pluie. Donc ça me faisait... Et cette image que je viens de donner, elle est exactement significative de ce voyage. Il y avait ce côté doux amer. Oui. J'étais transporté par ce que je vivais, par les rencontres que je faisais, par les endroits que j'ai visités. C'était juste somptueux ce qu'on a vu. D'ailleurs, sur mon profil Instagram, la plupart des photos qu'il y a aujourd'hui, ça reste encore les photos de ce voyage-là. J'ai pas mal shooté des endroits où je suis allé. Et les expériences que j'ai vécues aussi pendant ce voyage-là, les rencontres, tout ça, c'était vraiment formidable. Voilà, ça c'était un autre moment très, très important. Mais du coup, j'ai pas pu appliquer le plan. Qui était donc de réfléchir à la trajectoire de ma vie, surtout que dans la foulée, sortie de ce voyage-là, j'ai retrouvé l'agence, il y avait plein de feux allumés, donc il fallait s'en occuper. Même si ma sœur Zaza, ma sœur jumelle, était très bien occupée pendant mon absence, et je la remercie encore pour ça. Mais j'étais attendu là-dessus. Et après, en plus, il y avait le mariage l'été. Oui, donc tout. Mais en fait, c'était moi, comme ça, de l'histoire, je vois que c'était la fin d'une étape et le début d'une autre. Complètement. Qui, bien sûr, c'est comme il y a toujours en fait une forme de frontière qui n'est pas hyper super bien tracée dans nos vies. Il y a toujours on garde un petit peu de l'étape d'avant et tout ça, mais il y a un changement. Il y a quelque chose de nouveau qui commence. Ouais. Donc c'était un nouveau cycle qui s'ouvrait. Puis après, il y a eu naissance justement des enfants, tout c'est enchaîné jusqu'à... Ouais. Bah oui. Et donc, en fait, en tant que patron et en tant qu'entrepreneur, tout ça, bien entendu, c'était un apprentissage et c'était des leçons de vie extraordinaires. Mais cette phase d'introspection que tu as pu avoir, ou en tout cas que tu as pu entamer à ce moment-là, comment elle a changé ta vision du monde des affaires? Parce que quand on est dans le monde de la communication, de l'éditorial, ce genre de choses, on est quand même, on est une machine de guerre, de production. On est vraiment, les timings sont les timings, on rigole pas. Et puis après, quand on passe à la partie transformation et qu'on est vraiment sur de l'humain, c'est pas que le temps est perçu de manière différente, mais au fait, on est rythmé par les gens.
On n'est pas maître, c'est-à-dire c'est pas des presse-boutons. On va pas leur dire ça y est, tu changes de là à là. Ça n'existe pas. Hein. Je veux dire, nous on le connaît très bien dans notre métier. Donc comment ce shift de mindset s'est fait à ton niveau? Merci beaucoup. C'est une très bonne question, effectivement, parce que tout le chemin qu'il y a eu depuis avec le voyage avec une grosse partie d'introspection, tout le cheminement qu'il y a eu, ça a été de me rapprocher de moi-même et de mes propres besoins, désirs, de mes ambitions, etc. Et alors justement, je pense que, en fait, non pas qu'on puisse imposer aux autres un rythme donné ou quoi, sauf quand on est en position de décision, on peut impulser un rythme. Moi, je l'ai vécu, j'ai vu des leaders qui le font, ils imposent un rythme et chacun, en fait, a son propre rythme et essaie de faire bouger la machine et les hommes qui vont avec, suivant ce rythme-là. Je pense que la question du rythme, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'on a tous un rythme, mais on ne le connaît pas tous. Et que ça, c'est un travail de savoir à quelle heure j'ai besoin de dormir, à quelle heure j'ai besoin de me réveiller pour être bien. Qu'est-ce que je dois faire avant de démarrer ma journée de travail? Quels sont les rituels que je dois appliquer pour me sentir bien, aligné avec moi-même, centré et prêt à donner le meilleur de moi-même? Et ensuite, comment gérer quand il y a des rythmes différents du mien qui sont en face de moi et qui m'imposent parfois, que ce soit des clients, que ce soit des supérieurs hiérarchiques, etc. Comment je gère ça? Et comment est-ce que je peux aussi, quelque part, faire valoir mon droit? D'ailleurs, les jeunes générations aujourd'hui, elles sont dans cet esprit-là. Elles revendiquent leur droit à avoir un rythme qui leur est propre, à ne pas travailler après les horaires de travail, à prendre des moments pour eux, pour faire des choses, etc. Donc, il y a une prise de conscience de cette nécessité de respecter son rythme personnel. Après, il y a un rythme de groupe qui est important de suivre parce qu'il y a des engagements, parce qu'il y a des contraintes, parce qu'il y a des règles. Mais tout le travail, je pense, il consiste justement à se connaître. Peu importe, en fait, si aujourd'hui, le rythme que j'ai ne sera peut-être pas le rythme que j'aurai dans 5 ans, ni dans 10 ans. Et ça n'a rien à voir avec le rythme que j'avais effectivement quand j'étais dans la com. Rien à voir. J'ai fait des choix qui ont des conséquences sur mon confort de vie ou sur mes revenus, etc. Parce que c'est pas que je trouve, c'est pas un luxe, mais c'est que c'est nécessaire pour moi d'aménager mon temps et mon ADA pour pouvoir vivre d'une certaine manière et être bon, peut-être dans moins de choses, mais meilleur. Ouais. En fait, ce qui se dégage pour moi de ce parcours, c'est une forme de paix intérieure que tu as réussi à instaurer, ou en tout cas que tu es certainement encore en train de développer. Hein, c'est limite une quête en soi. Voilà. Mais c'est cette paix, ce qui m'intéresse, moi, là-dedans, c'est comment elle jaillit sur le reste. C'est-à-dire que quand on est justement centré, on est bien avec soi, on sait quelles sont nos limites, on respecte les limites des autres, on a beaucoup plus de facilité à collaborer avec les uns en fonction de leur niveau. Hein. Ça peut être un top manager, comme ça peut être un collaborateur. Mais en fait, on a cette capacité d'adaptation qui devient juste incroyable et qui fait justement la différence dans ce type d'accompagnement. Donc, toutes ces choses impalpables, comment aujourd'hui, toi, tu les utilises et comment ils te servent à travers tes missions, à travers toutes ces personnes que tu as pu accompagner? Alors, je vais parler par la pratique et l'exemple. Une autre étape transformationnelle dans ma vie, ça a été 2018-2019, où j'ai fait en fait une certification sur l'intelligence émotionnelle notamment. Et ça a été pour moi, comme je le dis souvent, ça a été la découverte de l'Amérique, mais littéralement. La découverte de l'Amérique. De l'Amérique. Wow. C'est-à-dire que c'est comme Christophe Colomb qui met le pied sur un lieu, il croit que c'est autre chose, mais en fait, c'est un nouveau continent, réellement. C'était pour moi un nouveau continent, parce que j'avais une forme d'analphabétisme émotionnel. Parce que ce soit à travers l'éducation, nos expériences de vie, la culture dans laquelle on baigne, l'exprimer les émotions, les reconnaître, les identifier, savoir les gérer,
c'est pas spécialement quelque chose qu'on apprend, en tout cas de manière consciente et conscientisée. Au contraire, Voilà, on est tous bercés dans les chemins. Ne parle pas, ne pleure pas, ne crie pas. Donc tout ça que des injonctions. Voilà. Et au final, on a Voilà. un sac d'émotions rempli, on ne sait pas quoi en faire, et on ne sait même pas à quoi comment le vider. ressemble, comment le vider, ni ce qu'il y a dedans en réalité. Ouais. Et donc ça a été... Alors j'ai plongé ensuite dans ce sujet-là à fond, à bras le corps. Et là, ça aussi, ça a été vraiment transformateur parce que je me suis rendu compte qu'on était beaucoup drivé par nos états d'âme. Et ces états d'âme, c'est ce qui pouvait parfois, parce que dans les émotions, je vais juste rapidement dire, selon un des théoriciens qui est Dr Ekman, il s'est rendu compte qu'il y avait 5 émotions, 5-6 émotions fondamentales et universelles. La peur, la colère, la joie, la tristesse, le dégoût et la surprise. Surprise, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a mis là-dedans, mais bon, disons qu'elle est là parce qu'elle prépare d'autres émotions. Mais en tout cas, on va prendre celles qui sont les 5. Finalement, sur les 5, combien il y en a qui sont désagréables et combien il y en a qui sont agréables? Il y en a une qui est agréable, c'est la joie. Et 4, le dégoût, la peur, la colère, la tristesse, qui sont désagréables à vivre. Donc ça veut dire qu'on est dans un deal à 4 contre 1. Ouais. C'est un pari, hein. Les pronostics, là, c'est du 4 contre 1. C'est pour ça que la vie est dure, parce qu'on doit combattre pour pouvoir faire valoir vraiment cette joie-là, qu'elle puisse vivre, nous porter, etc. Face à des situations qui provoquent des émotions qui sont désagréables, qui peuvent être la tristesse quand on perd quelqu'un, la colère quand quelque chose est touché en nous, blessé, le dégoût quand on est dans le rejet, ou la peur quand on est en danger. Donc, être des émotions, je me suis rendu compte que en fait, je me démêlais avec ces émotions désagréables et j'avais très peu de place pour la joie. Et c'est en comprenant ça que j'ai commencé à me dire, OK, maintenant, partant de là, comment je peux arriver à me recentrer sur la joie, me recentrer systématiquement, essayer de revenir sur la joie et ne pas me laisser emporter par des émotions désagréables pendant des heures et des heures, voire des jours et des jours et des jours, avec des états de déprime, de dépression, de remontée, de redescente, de chute, etc. Et la paix dont tu parles, c'est la joie qui la procure. Parce que la paix, on pense souvent, on la confond avec la sérénité ou une espèce de calme. Non, la paix, il y a aussi de la joie dedans. Oui. Quand il y a la paix dans un pays, les gens sont joyeux, ils ne sont pas passifs. Exactement. Ils sont actifs, ils font des choses, ils créent, ils se rencontrent. Ils sont rassurés, ils sont confiants. Ils ont accès à toutes les ressources intérieures. Et c'est ce travail que je continue à faire avec plus ou moins de bonheur et de réussite, etc., c'est d'essayer d'accéder, de rester connecté à ce potentiel de joie qu'il y a en moi pour pouvoir vivre cette paix joyeuse. Et partant, il n'y a même pas d'effort à faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à être centré et connecté à ça, ça devient marginal l'effet qu'on produit. Naturellement, ça génère quelque chose et ça impacte l'environnement. Mais il ne faut pas essayer de contrôler sur le comportemental. C'est dans l'intérieur, c'est dans le fondamental qu'il faut agir. Ça, c'est intéressant, surtout que là, aujourd'hui, on sait qu'une émotion, elle dure 90 secondes. Mais c'est ça, exactement. Pas plus. Ouais. Et donc, en fait, quand on rentre dans des états de colère ou quand on rentre dans des états de peur qui durent des jours, des heures, des choses comme ça, c'est souvent parce que, justement, on n'est pas maître de cette pensée qui va venir s'auto-limite alimenter. Exactement. Mais c'est une action volontaire. Et c'est ça qui est intéressant. Inconsciente mais volontaire. Exactement. Elle est inconsciente mais elle est volontaire. Et c'est ça le paradoxe, parce que quand on dit inconscient, les gens ils se disent mais comment je fais? Moi je ne contrôle pas mes pensées. Mais en fait si, bien sûr que si. Autrement, on ne serait pas cet être si puissant avec toute cette belle mission terrestre que nous avons. Et donc, en fait, c'est intéressant d'aller un petit peu plus loin pour aider un peu nos auditeurs. S'il y avait une astuce pour ce basculement des 4 versus 1, quelle que soit l'émotion qui arrive à un instant T, comment je fais, moi, être humain lambda, CEO, manager d'une grosse équipe,
avec le stress, avec tout ce qu'on vit au quotidien. Comment je fais pour basculer rapidement? C'est-à-dire, il y a forcément quelque chose. Bon, alors ça, évidemment, là, c'est tout un champ. C'est ce qu'on appelle justement l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire comment les émotions, comme tu as bien décrit, c'est un état bref et intense. Un état bref et intense qui surgit, qui dure quelques secondes, et après, c'est ce qu'on en fait. Il survient parce qu'on est stimulé par quelque chose, que ce soit un événement extérieur ou une pensée intérieure, comme tu l'as bien dit, et qui va elle-même continuer à créer un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Donc ça, c'est par rapport aux émotions, à ne pas confondre effectivement avec l'humeur, ni avec les sentiments, etc. Vraiment, sur le brut, c'est l'émotion. Et l'intelligence des émotions, c'est comment résoudre, en fait, comment gérer les émotions, que ce soit chez soi, ou aider l'autre à gérer ses émotions chez lui. Donc, l'intelligence émotionnelle est basée sur 5 dimensions, selon le modèle de Daniel Goleman, qui est un des théoriciens et un des grands vulgarisateurs. Avec la conscience de soi, avec l'autorégulation, avec l'empathie, avec les compétences sociales et l'énergie ou la motivation. Donc, comment on peut agir? C'est en fait agir un peu sur toutes ces dimensions-là. Mais principalement, on va agir sur la dimension intrapersonnelle, qui est donc la conscience de soi et l'autorégulation. Donc la conscience de soi, c'est d'abord nommer les choses. Quand on a une émotion, il faut lui donner un nom. Oui. Il faut savoir dire « je me sens comme ça ». Et non pas « tu m'as mis en colère ». Oui, non, exactement. je me sens en colère. Ouais. Je ça, suis c'est ce qu'on en colère. apprend aux enfants en CP. Voilà, c'est ça. Et qu'on oublie très vite. Et c'est ça, qu'on oublie très vite. Alors qu'il faudrait peut-être nous l'apprendre en oui. prépa. Ben oui, ça serait on prépa peut-être tout le plus reste, tout le temps, se le serait rappeler. pas mal. Bien sûr. Et d'ailleurs, en plus, tout de suite, quand on dit à quelqu'un tu m'as mis en colère, mais tout de suite, déjà, il est sur la défensive parce qu'il s'est attaqué lui-même. Même s'il a une part de responsabilité parce qu'il a stimulé. Mais c'est ta colère. Pourquoi est-ce que l'autre ne s'est pas mis en colère et toi, oui? Pourquoi? Oui. Donc il y a une part de reprendre la responsabilité de ses émotions. Tout à fait. Donc première des choses, c'est ça, c'est vraiment reprendre cette responsabilité des émotions et de se dire c'est pas la faute de l'autre, c'est pas la faute du monde, c'est moi comment je le vis. Première des choses. Deuxième des choses, vraiment, c'est nommer. Je ne sais plus qui disait mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. C'est-à-dire quand on nomme pas bien les choses, ça augmente en fait la confusion, le brouillard et parfois même l'agression, etc., le conflit, etc. Donc, par contre, quand on nomme bien un état émotionnel, parce qu'il y a une différence entre je suis paniqué et je suis j'ai un peu peur. Oui. Il y a une différence entre je suis irrité et je suis foudrage. Et ben, quand on arrive à graduer, à se situer par rapport à nos émotions, là, ça nous aide déjà à se dire, OK, c'est moins grave que d'habitude, c'est plus grave que là. Oui, voilà, de donner la vraie mesure des choses. Et d'encapsuler finalement l'émotion dans un concept plus réduit. Ça, c'est la première des choses. Donc, la deuxième, après la prise de responsabilité, nommer les choses et réguler. Et là, il y a une tonne de choses, mais essentiellement... tout à l'heure, on a fait une petite respiration avant de démarrer. Oui, c'est la clé. C'est la clé, la respiration. Le contrôle, en fait, c'est de passer par le corps. Ouais. Ça, c'est fondamental. De passer par le discours. C'est-à-dire qu'il y a un très beau slogan d'une agence de communication, d'ailleurs éditoriale, je pense, qui était à Londres, qui avait comme slogan « Change your words, change your world ». Change tes mots, tu changeras ton monde. Tout à fait. Parce que les mots, c'est soit des balles, soit des médicaments. Exactement. Soit des balles qui peuvent tuer, soit des médicaments qui peuvent guérir. Donc si on arrive à prendre, à changer le discours intérieur qu'on a avec soi-même, déjà on a fait. Mais alors là, vraiment, je pense littéralement 50, 60, 70, voire 80% exactement, du chemin. Du chemin. Tout à fait. Après, il y a la partie, ça c'est en soi. Mais d'ailleurs, les gens pensent souvent à l'intelligence émotionnelle dans le rapport à l'autre. Mais c'est d'abord le rapport à soi. Ouais. C'est déjà avec soi, on arrive à faire ça, à se gérer. Là, c'est déjà extraordinaire. Ouais, c'est plus facile de le faire avec les autres après. Après, c'est d'autant plus facile de le faire avec les autres. Et ceux qui veulent le prendre par le bout des autres, ils se trompent. Bien sûr. Pas l'empathie ou la compétence sociale. Commence par toi, l'empathie avec toi-même. Exactement. La régulation avec toi-même. Tout à fait. De réguler, c'est de réguler. Et viennent l'empathie, et viennent les compétences sociales qui sont donc des compétences, on va dire, interpersonnelles. Et là, c'est l'écoute, c'est la capacité d'être patient avec les gens. Ouais. Et ça, c'est vraiment un exercice
par la pratique. Parce que des fois, on entend des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, Mm. qu'on trouve aberrantes, ou là qu'on trouve injustes, ou là qu'on trouve déplacées. On a une tonne de raisons de ne pas vouloir entendre ce que disent les gens. Ouais. Et très souvent, c'est parce qu'on a peur d'être dérangé. Exactement. Et là, maintenant, avec le temps, je me dis, je le dis beaucoup dans mes formations sur la communication interpersonnelle, je dis, mais ce que dit quelqu'un, ça lui appartient. C'est pas parce qu'il le dit que c'est censé t'habiter, exactement, et te déposséder de ta propre pensée. Exactement. La pensée de quelqu'un est sa pensée à lui. Donc, c'est pas grave, accepte-la, elle est posée au milieu, elle n'est pas posée en toi. C'est pas parce que je l'ai entendu qu'elle est en toi. Non, elle est au milieu, elle est là. C'est un partage qui est donné. Donc, travailler sur l'écoute pour pouvoir s'ouvrir à l'autre et comprendre son point de vue et essayer de voir ce qu'il ressent, ce qu'il pense, et pas que du point de vue intellectuel. Ce qui est une grande aussi erreur, c'est d'aborder les gens que du point de vue de leur construction mentale, de leur psychologie, mais de voir ce que le cœur dit. Exactement. Parce que le cœur, il a un langage qui lui est propre. Les émotions, c'est un langage en soi. Super. Écoute, c'est passionnant. Je pense qu'on pourrait se parler des heures. On en parle. On a ce feeling, on va dire, et cette fluidité dans les pensées. Et je pense que ça parlera à beaucoup de personnes. Moi, j'aimerais que tu parles à nos auditeurs d'un livre ou d'une personne qui t'a le plus marqué et qui a le plus impacté, on va dire, ce cheminement. Donc, tu nous as parlé d'un certain nombre d'événements, de ce que tu as fait. Mais est-ce qu'il y a eu quelqu'un ou quelque chose, ou un livre ou une phrase qui a accompagné toute cette transformation? Écoute, très sincèrement, je vais te dire, aujourd'hui, clairement, c'est le Coran, c'est un Coran. Et Rasul sallam, l'exemple qu'il incarne. Et je suis très, comment dire, novice, je suis presque aussi analphabète de ce point de vue-là. J'ai mon petit bagage, mais plus j'avance, plus je me rends compte qu'en fait, le Coran, par exemple, pour moi, quand on le lit bien, est le meilleur livre de développement personnel. Parce qu'il appelle au développement personnel, parce qu'il appelle au travail sur soi, parce qu'il appelle à être patient, parce qu'il appelle à réformer son âme, parce qu'il appelle à s'ouvrir à l'autre, parce qu'il appelle à la gratitude, parce qu'il appelle à la miséricorde, parce qu'il appelle au courage, parce qu'il appelle à l'intégrité, parce qu'il appelle à l'équité, parce qu'il appelle à la consultation et la discussion et la communication, parce qu'il appelle à la bonne parole, à bien parler aux gens, parce qu'il appelle à bien se comporter, parce qu'il insiste sur le fait que la religion n'a pas de sens si elle n'est pas incarnée dans les comportements, etc. Donc, pour un milliard de raisons, et quand on lit entre les lignes, on se rend compte qu'en fait, ce livre-là est d'une puissance inouïe pour qui veut vraiment se développer et qui veut l'aborder avec un œil débarrassé, dépoussiéré des dogmes, des croyances fausses ou là des préjugés également, d'ailleurs, dans un autre sens, et qui le regarde avec un œil nouveau et naïf presque, en tout cas innocent. Et surtout, en fait, tu as cité beaucoup de choses et tu as dit qu'il y avait un milliard de choses qui se dégageaient de ce bel ouvrage pour moi et qui, en réalité, tout ce que tu as dit, c'est la partie, entre parenthèses, intellectuelle du texte. Ouais. C'est-à-dire que quand on prend le texte et qu'on essaye de l'intellectualiser, on va en sortir ces milliers de possibilités. Et au fait, ce qui est extraordinaire encore plus avec le Coran, c'est ce côté énergétique, en fait, qui va au-delà de tout ce que l'on peut intellectualiser et qui fait que des gens en Indonésie qui ne comprennent pas du tout l'arabe, parce que moi, quand j'en parle, très souvent, des amis à moi qui sont francophones ou même marocains, qui me disent « écoute, moi, je ne comprends pas l'arabe et j'ai du mal et je ne sais pas comment faire ». Et au fait, il y a des milliers de musulmans, il y a des millions de musulmans aujourd'hui dans le monde, et la majorité ne comprennent pas l'arabe. Et pourtant, ils lisent le Coran dans sa version arabe. Et donc, en fait, c'est cette énergie-là
qui se dégage de chaque lettre ou de chaque mot ou de chaque terme ou même de la composante même de ce livre saint, qui fait qu'on est submergé de ses bienfaits. Et justement, à travers notre discussion, et si on peut finir là-dessus tous les deux, je pense qu'on est d'accord pour inviter tout un chacun à franchir ce pas. Ne pas avoir cette peur, cette émotion de peur, de se dire non, je ne comprends pas, donc j'y arriverai pas. En fait, on y arrive parce que ça s'adapte à chacun, quel que soit notre niveau intellectuel, quel que soit notre niveau de connaissance de la pratique ou de la religion. Ça n'a absolument, d'ailleurs, pour moi, ça n'a absolument rien à voir avec la religion. Ce livre-là, il est juste, il dépasse tout ça. Oui. Donc, absolument, bah oui. Donc voilà, s'il y avait une recommandation de lecture, exactement. ça serait ça. En tout cas, je te remercie d'en avoir parlé parce que justement, c'est très important que les gens y aillent sans cette appréhension. Et venant de quelqu'un comme toi qui est passé par tout ce parcours et qui en plus est un expert dans cette intelligence. Ça donne encore plus de... Oui, merci beaucoup. Et puis j'ajouterais que justement, j'ai parlé du Coran et j'ai parlé de l'exemple qui est donc l'incarnation du bon comportement, qui est et je vais finir sur une image d'ailleurs, qui est le prophète, c'est quand on regarde les hadiths, en tout cas le peu que j'en ai regardé, parce qu'il y a je ne sais pas combien de dizaines de milliers, mais en tout cas ceux que j'ai vus, les plus connus, les plus solides, etc., tous démontrent une grande capacité et de grandes compétences en intelligence émotionnelle et en gestion de situation. À chaque situation, ils savaient exactement quel comportement avoir, etc., pour ni déranger l'autre, ni aider. Parfois, ils prenaient sur lui, parfois, vraiment, c'est un exemple. Et donc, on a, et j'arrive à l'image, c'est comme si on avait un code de conduite et un bon conducteur. Exactement. Et la vie, c'est pratiquer. Oui, il faut pratiquer, il faut conduire. Et là, on a la chance, dans notre religion et dans notre foi, d'avoir un livre qui nous sert de code de conduite et d'avoir un modèle qui a su comment conduire quand il y avait un nid de poule, quand il y avait un feu rouge qui ne marchait pas, quand il y avait un souci quelconque, un accrochage dans la rue. Il montre comment il faut faire. Ceux qui ont que le livre et qui se basent là-dessus en disant « Ah non, mais ça, il faut le prendre à la lettre, etc. Il faut l'appliquer de cette manière et cette manière. » Ils n'ont rien compris. Ils ne savent pas vivre. Ils manquent de savoir vivre. Exactement. Et de l'autre côté, ceux qui se comportent juste sans cette lumière-là, c'est insuffisant. Parce que cette lumière-là, quand même, nous, on est insufflé par un esprit. Et l'esprit, c'est des mots aussi. Et ces mots-là, c'est eux qui construisent notre personnalité, notre rapport au monde, notre rapport à soi. Et donc, il nous faut cette base-là. Et ceux qui ne l'ont pas, Jahéline, ils conduisent n'importe comment, ils brûlent les feux, etc. Donc, nous, on a quand même ces deux exemples. C'est comme ça nous facilite les choses pour conduire. Il n'y a qu'à vivre sa vie comme ça. Voilà. Écoute, en tout cas, sur cette belle image, on va finir cette belle discussion. Désolée, c'était passionnant et je pense qu'on aura encore l'occasion d'en refaire d'autres sur d'autres sujets aussi profonds que celui-ci. Je te remercie infiniment, Ali. C'est moi qui te remercie, Rafida, pour ton invitation. C'est un grand plaisir. Et vraiment, bravo pour ton podcast et tout le travail que tu fais par rapport à ça. Je sais que tu fais ça en plus de tes activités, mais tu le fais tellement bien que ça va peut-être devenir ton activité. Écoute, pourquoi pas. En tout cas, on est des êtres on va dire, de chemin, donc tous les chemins sont bons. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, à bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Merci à tous. D'écouter un nouvel épisode de CEO Enlightenment. Dans ce voyage, à travers l'expérience et la conscience des dirigeants, une vérité s'impose. Le leadership éclairé ne se mesure pas seulement en résultats, mais en alignement avec soi, avec les autres et avec le monde. Chaque décision, chaque choix est une opportunité de grandir, de transmettre et d'inspirer. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si nos discussions font écho en vous, alors abonnez-vous, partagez cet épisode et rejoignez-nous pour la prochaine conversation sur CEO Enlightenment.